Bonjour. Donc d'audio digital et de stratégie publicitaire ce matin. Donc on l'a vu dans le dernier rapport du SRI sur l'Observatoire de l'ePub qui a été publié la semaine dernière. On a une croissance à 2 chiffres des investissements publicitaires sur l'audio digital. Alors j'ai envie de commencer par une question que je vais vous poser à tous les trois. L'audio digital aujourd'hui, c'est quoi? C'est un levier principal ou ça reste un levier publicitaire principal ou et incontournable, j'ai envie de dire, ou alors est-ce que ça reste finalement un complément aux médias peut-être plus traditionnels? Et j'ai envie justement de parler peut-être de la radio. Qui veut commencer? À qui le tour? Allez, j'attaque. Romain. Oui, je pense que l'audio est vraiment dans une bonne dynamique de croissance. On l'a vu de par les audiences et notamment l'étude de Global Audio de Médiamétrie. Moi, le chiffre qui m'a marqué, c'est la portée quotidienne jour, c'est 28 millions de Français aujourd'hui qui consomment de l'audio, surtout sur l'écosystème digital. Donc on est sur une dynamique très positive en termes de croissance et de niveau d'audience. Les chiffres de série aussi ont montré aussi une dynamique de croissance sur les investissements publicitaires. Et on a de plus en plus d'annonceurs, des nouveaux entrants sur le marché. Je crois que c'est plus 12% le nombre d'annonceurs qui essaient et qui se lancent sur l'audio digital aujourd'hui en France. En revanche, pour moi, c'est pas encore un levier incontournable. Il y a d'autres médias, d'autres leviers, notamment la vidéo, la CTV, qui font beaucoup plus parler d'eux. Et c'est pas encore un réflexe dans les plans médias des annonceurs. Et c'est dommage parce que l'audio a vraiment des arguments à faire valoir sur beaucoup d'items. On va en parler, mais des notions d'attention publicitaire, d'encombrement publicitaire. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, de pédagogie à faire auprès des annonceurs pour que ce levier devienne vraiment incontournable et puisse vivre par lui-même. Parce que pourtant, on a une croissance, Nicolas, elle a 2 chiffres. On l'a vu la semaine dernière dans les chiffres du SRI. Donc, pas encore incontournable. Donc, c'est un marché qui a, selon l'Observatoire de l'ePub, dépassé les 100 millions d'euros d'investissement, qui représente maintenant un peu moins de 10% des investissements du display. Donc, on voit, j'aime bien faire le parallèle, c'est un peu la vidéo il y a 7 ou 8 ans, je pense. Donc, il y a une dynamique qui est forte. Après, comme le disait Romain, un marché publicitaire qui est en forte croissance, c'est parce qu'il y a aussi des audiences derrière. Ça veut dire qu'il y a des gens qui écoutent de la musique, qui écoutent des podcasts, qui écoutent la radio de façon digitale. Donc c'est, comme tu le disais, plus de quasiment 30 millions de personnes tous les jours qui ont possiblement une publicité dans les oreilles parce qu'ils écoutent un contenu. Après, je pense que c'est un média ou un format. Il y a un débat qui est est-ce que c'est un média ou un format du digital qui a quand même des avantages, peu d'encombrement publicitaire, des taux de complétion qui sont très importants, qui sont adossés. On nous parle jamais de problème de mon contenu est diffusé sur des pages ou des sites qui n'existeraient pas possiblement. Et donc, maintenant, il va falloir continuer, comme tu le disais, à l'évangéliser, à faire en sorte qu'il devienne, et on en reparlera après peut-être sur 2 leviers qui pour moi sont importants. Le branding, il peut amener quelque chose de complémentaire à ce qui est fait par ailleurs, que ce soit en radio ou en vidéo ou en display sur le digital, et sur une approche locale ou multilocale, où là on a une vraie empreinte et on a une vraie façon de pouvoir diffuser de la publicité de façon massive et donc de toucher un bassin d'audience qui soit important. Ça, on va en reparler juste après. Martin, un petit mot justement de ton point de vue côté régie chez MPub. Côté régie, évidemment, c'est encore complémentaire dans notre chiffre d'affaires. Par contre, effectivement, on a vu une croissance qui n'est même pas à 2 chiffres, qui est à 3 chiffres. Donc, c'est satisfaisant. Et comme tu le disais, c'est aussi parce qu'il y a des contenus en face. On a vu Jean-Guillaume qui développe l'heure du monde ce matin. C'est aussi ce qui fait un groupe comme le nôtre, c'est les contenus avant tout. C'est de justement rassembler des audiences autour des sujets, d'informer et de le faire à travers tous les médias, formats, on ne sait pas, tu as raison. Et c'est dans la complémentarité du groupe aussi, comme l'expliquait Louis Dreyfus, aussi en complément. Donc pour nous, c'est complémentaire, mais c'est à la fois essentiel d'être sur ces formats-là. Et d'ailleurs, ça a été pris il y a plusieurs années, et les succès sont au rendez-vous.
Romain, côté agence, concrètement, alors comment il s'intègre cet audio digital dans les plans médias, un plan média global avec, tu parlais justement de la CTV, la TV, le display. Alors comment, toi, de ton point de vue agence, tu vois l'audio digital s'intégrer dans ces plans médias? Dans un plan média global, l'audio est quand même aujourd'hui beaucoup activé en parallèle de la radio classique, de la radio traditionnelle. Voilà, je pense aussi dû au fait que dans le top 10 des annonceurs, aujourd'hui en France, il y a 6 acteurs de la grande distribution, donc qui voient aussi ce média audio-digital comme toujours un média chaud, avec des messages promotionnels et voilà, avec un objectif d'aller chercher un reach incrémental par rapport à la radio classique. On essaie de bousculer un petit peu les choses, intégrer l'audio dans des logiques vidéo, dans des logiques CTV de manière globale. On a souvent tendance, pour aller chercher un reach incrémental par rapport à la vidéo, d'activer parfois des inventaires comme les réseaux sociaux où l'attention publicitaire est beaucoup moins au rendez-vous, alors qu'on sait que l'audio là aussi a des arguments à faire valoir sur cette partie-là. Donc on a tendance à intégrer aussi l'audio dans des logiques vidéo de plus en plus. Il y a un gros enjeu de mesure, et c'est ce que disait Diego juste avant. Au final, derrière, les audiences sont les mêmes, mais on n'a pas encore cette capacité de déterminer vraiment quelles sont les synergies, quelles sont les corrélations. Et en parallèle de ça, on a aussi pas mal de tendances où des annonceurs plutôt matures considèrent vraiment l'audio digital comme un levier à part entière et dédient des pockets budgétaires uniquement sur ce levier-là. Que uniquement de l'audio digital. Que uniquement de l'audio digital, pas forcément corrélé à une campagne de radio classique, avec des enjeux différents. Ça va être des enjeux de considération, des enjeux de préférence. On va aller chercher des cibles très spécifiques, des cibles pointues, et plus sur des inventaires de podcasts natifs. Voilà. Donc, de plus en plus, on voit certains annonceurs qui cherchent à préempter ce levier en totalement décorrélé d'autres médias classiques ou même du reste du digital. Je vais peut-être aller uniquement sur l'heure du monde. Martin, justement... Il y en a pas mal, pas mal qui veulent. Sur l'heure du monde, sur Chaleur humaine, sur Good.m, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est nous on le voit beaucoup. Il y a beaucoup d'annonceurs qui veulent préempter un territoire et des contenus et s'associer à ça. Et donc c'est vraiment pour ce travail de considération, de travailler une image de marque, d'installer une marque auprès d'une audience précise. Et en ça, l'audio ou la vidéo, en fait, peu importe, mais effectivement, c'est la thématique qu'on va apporter. Le podcast, parce que nous c'est que des podcasts, apporte aussi... ce côté intime, ce côté proche, ce côté où, comme le disait Jean-Guillaume, on va se poser un peu, on va écouter pendant 20 minutes quelque chose qui nous chuchote à l'oreille. Le podcast a vraiment des arguments pour être vraiment intégré dans le media planning à proprement parler. Il a évidemment des arguments et il a des forces. Après, les autres médias en ont aussi, mais en tout cas, cette force-là de se dire, tiens, voilà, sur Chaleur humaine, effectivement, des marques qui veulent s'intégrer dans ces techniques, ces problématiques d'environnement, c'est jamais simple, parce que parfois, c'est des sujets qui ne sont pas forcément faciles à traiter. Le podcast offre ça, parce qu'il y a aussi, dans le format, cette coupure publicitaire nette au début. On est un peu comme la télé. Avant un journal télé, il y a une coupure, ça dérange personne. Avant un pré-roll sur Le Monde, on dit non, il y a de la brand safety. Et sur les podcasts, on n'a pas ce problème. Ça, c'est assez intéressant. Étonnant parfois aussi de mon point de vue, mais bon, mais en tout cas, effectivement, il y a un écrin qui fait qu'on vient chez nous, en tout cas nous en tant que marque Le Monde, pour des contenus. On a aussi des annonceurs qui cherchent à surfer un peu sur cette tendance du podcast et cherchent à créer leur propre contenu, leur propre podcast. Voilà, nous demandent de les conseiller, de les orienter pour créer un épisode de 6 podcasts et derrière s'assurer qu'il y a une réelle médiatisation, un réel reach sur ces contenus-là. Et c'est un formidable levier en réalité pour les annonceurs qui ont des choses à raconter avec des enjeux sur de la RSE, de la marque employeur, qui ont beaucoup de choses à dire et qui seraient incapables de porter tous ces messages-là dans une communication top-down assez classique. Typiquement, je rebondis là-dessus parce qu'on a fait justement une campagne avec Meta qui voulait faire passer les messages de comment gérer ses ados sur les réseaux sociaux. Ils ont utilisé les podcasts, on leur a fait les podcasts pour eux, donc ils ont aussi utilisé notre capacité éditoriale à créer des podcasts et les diffuser au sein de nos audiences, et ça a été vraiment un succès énorme avec des objectifs dépassés dans tous les sens. C'est effectivement aussi pour ça qu'on vient nous chercher.
Et justement, ces objectifs publicitaires, t'en parlais tout à l'heure Nicolas, quels sont les objectifs les mieux servis par l'audio digital? Tu parlais de branding justement tout à l'heure, d'engagement, de performance. Côté Audion, toi, ton point de vue là-dessus, comment tu l'analyses justement? Je pense qu'il y a le premier levier, c'est le branding, c'est-à-dire que on vient faire de l'audio digital parce que il y a un encombrement publicitaire qui est maîtrisé. C'est vraiment ce qui a l'air de ressortir. Et j'espère qu'il va continuer à être maîtrisé et qui est pas, on n'en arrive pas à avoir des tunnels de pub. Pourquoi ? Parce que il y a une audience qui est massive et donc du coup, on n'a pas de problème d'inventaire, on va dire. La deuxième, c'est toutes ces discussions autour dans le digital, du brand safety. Moi, on m'en a jamais parlé sur l'audio digital. On m'a jamais dit, oh là là, je ne sais pas sur quoi je vais être diffusé. À un moment donné, tous les contenus, que ce soit de la musique, des podcasts du monde, des replays de radio, d'écouter de la radio, il n'y a pas cet environnement ou cette suspicion de est-ce que je vais être bien diffusé sur des contenus qui sont en affinité avec ma marque. Donc, et puis, il y a bien sûr cette mémorisation qui est importante, peu d'encombrement publicitaire, et puis un taux de complétion qui est supérieur à 90%. Ça veut dire qu'on est sûr et on est garant que la publicité qu'on achète, elle est diffusée, elle est écoutée, elle est dans les oreilles, parce que massivement, c'est quand même une écoute qui est très liée à son téléphone. Moi, j'ai envie de dire que c'est à la fois une écoute digital mais déconnecté. Ça veut dire qu'on écoute des contenus audio digitaux, mais on n'est pas forcément le nez ou les yeux devant son écran. Donc on a le temps aussi d'apprécier et d'écouter les contenus et les pubs qui vont avec. Donc ça, c'est la première chose sur la partie branding. Et la deuxième, qui est peut-être, on va dire, qui pourrait faire un petit peu, enfin qui pourrait être surprenante, c'est plutôt une partie, on va dire, un peu plus locale et avec de la performance. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de marques qui viennent nous voir et qui nous disent « Moi, je veux communiquer seulement sur une région, un bassin d'audience bien spécifique ou en multilocal. » Par exemple, on a travaillé avec Burger King sur comment on peut approcher certaines typologies de restaurants par rapport à un ciblage pour les enfants, donc très lié à un menu kids et seulement le mercredi, le samedi et le dimanche. Et bien ça, on sait y répondre. On sait répondre aussi à certaines compagnies aériennes qui ne sont présentes que dans 7 ou 8 villes et qui veulent communiquer à 50 ou 100 km autour de ces villes pour driver des gens à prendre l'avion ou faire connaître que cette compagnie dessert cette destination. Un troisième, c'est un réseau dans la grande distribution qui n'est présent, qui vient de Belgique et qui n'est présent que dans l'Est et dans le nord-est de la France. Et là, on peut le faire aussi parce qu'on a des audiences massives. Et derrière, on va pouvoir aussi contextualiser les messages avec ce qu'on appelle la DCO, c'est-à-dire de pouvoir créer des messages qui soient en phase avec le lieu, l'heure, le jour. On ne va pas communiquer forcément de la même façon un vendredi qu'un lundi. On ne va pas communiquer forcément de la même façon s'il fait beau ou s'il pleut. On ne va pas forcément communiquer de la même façon dans l'est de la France ou dans le sud de la France. Donc beaucoup de contextuel. Alors, finalement, c'est le programmatique serait peut-être le meilleur moyen de monétiser justement l'audio digital. C'est ça que tu veux dire ? Oui, l'outil programmatique. Pas forcément le... Enfin, je veux dire l'outil, c'est-à-dire... un ad serveur qui va être relié à un SSP, un DSP, ok. Mais après, c'est pas forcément un mode d'achat 100% programmatique. Si je prends le cas de ce qu'on fait avec Le Monde, il y a beaucoup d'approches entre du sponsoring ou du host-read. Là, ça va pas être programmatisé, ça va être une approche très qualitative avec sur une période donnée, un volume donné. Mais oui, ça a tous les attributs des campagnes digitales pour pouvoir diffuser efficacement les publicités. Chez nous, c'est plus de 50% des annonceurs qui annoncent chez Audion qui ne font pas de radio. C'est-à-dire qu'on a à la fois le complément de la radio, mais à la fois des marques qui viennent nous voir de plus en plus pour pouvoir émerger ou pouvoir avoir un complément, comme ce que disait Diego tout à l'heure,
Fluoso, sur qu'est-ce que va apporter le média audio-digital ou le format audio-digital dans un plan média global. On arrive justement à comparer l'impact de l'audio-digital avec la télé, vidéo digitale, etc. C'est possible? Alors ça, il y a une étude qui est en cours avec l'Alliance Digitale. Donc il y a un premier POC qui a été fait et qui, a priori, est plutôt satisfaisant. Donc c'est en cours de gestation pour qu'il y ait quelque chose qui sorte pendant l'année 2025, une étude autour d'une dizaine de campagnes qui vont mesurer l'impact de l'audio digital dans un plan média digital. Après, il y a toujours ce sujet de la mesure de l'audience. Si je fais le parallèle avec la radio, avec l'audio, avec la vidéo, on a vécu pendant 15 ans sans mesure globale de qu'est-ce que la vidéo peut apporter vraiment dans un plan média global. Il y a des choses qui sont en train de sortir, mais ça fait 15 ans que ce marché se porte plutôt bien, parce qu'il y a un usage important, mais on veut aller plus vite. C'est pour ça qu'il y a des initiatives entre Médiamétrie, la CPM, plus d'autres organismes, pour qu'on puisse avoir une mesure globale de tous les acteurs, et ça c'est important. Et parler d'impact, tu parlais d'impact tout à l'heure, Martin, justement des podcasts, un impact à 3 chiffres. Vous arrivez à rentabiliser? C'est rentable le podcast pour Comme on l'a dit avant, on commence à atteindre la rentabilité et surtout trouver le bon business model. Et avec un bon mix grâce à notre partenaire Audion sur tout le programmatique, sur tout ce qui nous apporte aussi sur le sponsoring, que nous aussi on commercialise directement. Et ça, il faut comprendre que c'est à peu près 50-50% à l'intérieur de ce mix-là. C'est important pour nous, évidemment. Et ça nous donne des voies de développement. Il y a des nouveaux formats aussi qui sont intéressants parce que de plus en plus de marques, comme on l'a dit avant, s'équipent de podcasts. Et donc, il faut les faire connaître. Et donc, ce format Feed Drop qui vient s'intégrer dans le flux de nos épisodes, ça a des très, très bons résultats. Et ça nous permet de travailler avec des marques qui, historiquement, n'étaient pas trop sur l'audio. Typiquement, le luxe, parce qu'ils n'avaient pas leur signature audio. Parce que l'égérie, ça passe pas en audio. Mais par contre, ils commencent à développer des podcasts de marque. Et donc là, ça devient intéressant pour un goût de M de travailler avec cette audience et de les renvoyer vers ces podcasts. Donc voilà, donc beaucoup d'évolutions à venir encore. Et puis après, il y a une grosse évolution, ça on n'en a pas parlé, mais j'avais vu un article aux États-Unis où la première plateforme de podcast, c'est YouTube. Donc en fait, ce mix entre le podcast et la vidéo, il est déjà natif presque, et que ça se mélange de plus en plus. Et ça, je pense que c'est des choses qu'on va commencer à explorer aussi. Okay. Dernière question pour conclure, Romain, des conseils à donner aux annonceurs pour intégrer l'audio digital au mieux dans leur stratégie média? Oui, donc il y a des conseils très classiques. C'est bien déterminer sa cible, son objectif premier. Si un annonceur souhaite faire du reach, tout simplement du branding, on va peut-être plus l'orienter vers les plateformes de streaming pour vraiment émerger. À l'inverse, un annonceur qui veut vraiment travailler son image de marque, sa préférence, forcément un speaker qui va prendre la parole pendant 2-3 minutes sur la marque et qui va vraiment mettre en avant la valeur ajoutée, les USP de cette marque-là aura un impact beaucoup plus important. Donc ça, c'est des choses assez classiques pour bien ajuster le media planning. Après, un conseil que je peux donner aux annonceurs, c'est d'ouvrir un peu leur chakra sur la partie créativité. Parce que en réalité, l'audio, c'est un terrain de jeu assez incroyable pour faire des choses très très innovantes. On peut jouer avec la géolocalisation, comme nous disait Nicolas. On peut repiquer des villes dans le spot et ajuster sur tout le territoire français un spot à Levallois ou dans pas mal parisien. de contextuels. Voilà. Et on va finir là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois pour Merci. votre sagesse.